l'euro, scénario d'une sortie de crise, une polémique. L'économie est-elle une science exacte? Une élection? Les inégalités au cœur de la campagne américaine? Beaucoup de sujets que nous aborderons ce midi avec notre invité. Notre invité, eh bien, c'est l'économiste américain Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie pour un travail qu'il avait réalisé avec deux compères, George Akerlof et Michael Spence, sur les principes du nouveau keynésianisme. Les mains dans le cambouis aussi, car il est analyste, théoricien, mais pas seulement. Vous êtes, Joseph Stiglitz, un ancien économiste en chef et vice-président de la Banque mondiale à la fin des années 90. Après avoir conseillé Bill Clinton, dans les années 90 toujours, et conseillé l'ancien Premier ministre grec, Georges Papandréou, économiste adoré des altermondialistes, vous restez cependant partisan d'une politique de la croissance. Dans la grande désillusion en 2001, vous avez vertement critiqué le FMI et la Banque mondiale. En 2006, vous aviez réfléchi à un autre monde contre le fanatisme des marchés. Et puis en 2010, vous aviez analysé la crise des subprimes de 2008 dans Le triomphe de la cupidité. Et je n'ai bien sûr pas tout cité. Bonjour Joseph Stiglitz, merci d'être avec nous. Nice to be here. Merci aussi à Michel Zlotowski d'assurer la traduction avec nous ce midi. Une petite question préparatoire que nous posons à tous nos invités. Joseph Stiglitz, comment allons-nous? Comment va le monde? Comment allons-nous? The world is not going very well. Le monde ne va pas bien, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan politique. L'économie n'est pas en croissance, elle ne va pas bien. Il y a d'importantes fractions de nos citoyens qui ne vont pas bien. Aux États-Unis, les 90% du bas ont vu leur revenu stagner au cours des 25 dernières années. Ça va avoir des conséquences politiques. L'Europe a très mal fonctionné depuis 2008. Et là aussi, ça va avoir des conséquences politiques. Vous avez cité les États-Unis, le pays d'où vous venez, justement. Les inégalités résultent des choix politiques, avez-vous dit et écrit à l'occasion de la parution de La Grande Fracture, votre précédent ouvrage. Est-ce que pour vous, les candidats actuels à la campagne, enfin à l'élection présidentielle qui arrive, Donald Trump et Hillary Clinton, vous semblent avoir fait le choix de s'attaquer à ce problème qui mine l'Amérique, celui des inégalités? Both of them are responding to it, but in very different ways. Les deux candidats y réagissent, mais de façon totalement différente. Trump s'accroche aux angoisses de l'immigration, de la mondialisation, et propose un système, disons, de se regarder le nombril, de racisme, une campagne très négative, et qui se fonde sur ce type d'angoisse. Clinton, de son côté, tente de réagir, qui finalement s'occupera des incertitudes sous-jacentes et des angoisses et des inégalités, mais sans créer cette discorde au sein de la société. Vous avez, on imagine, en économiste scrupuleux, ausculté les programmes économiques des deux candidats, qui sont assez fluctuants, ces programmes, depuis les derniers mois. Lequel vous semble le plus réaliste, quand même le plus à même de soutenir l'économie américaine? À l'évidence, je pense que le programme d'Hillary est beaucoup plus réaliste. Elle a compris, je pense, pourquoi l'Amérique n'est plus en croissance et pourquoi la croissance que nous avons eue n'est pas partagée largement. C'est les deux faces d'une même pièce. Et elle a été convaincue du fait que si on avait une politique qui était plus égalitaire, plus pour le partage de la prospérité, on aurait plus de prospérité. Les deux peuvent aller ensemble, peuvent aller de pair. Et par-delà la campagne, je crois qu'elle est devenue de plus en plus progressiste dans ses propositions. Et le programme de Trump, c'est quoi le programme de Trump au niveau de l'économie? Parfois on ne comprend pas bien, c'est à la fois un libéral et en même temps il veut fermer l'économie américaine. It's not a coherent program. C'est pas un programme cohérent. C'est un démagogue et un populiste.
Il a mis en colère le Parti républicain. Vous savez, il y a des gens qui aiment des sujets comme la sécurité sociale. Et puis, il y a beaucoup de républicains qui sont en faveur de l'abandon de la sécurité sociale. Donc lui, il est pour la sécurité sociale, en fait. Et il est pour une certaine forme d'isolationnisme. Et dans le même temps, il baisse les impôts des riches. Et il ne fait absolument pas attention du tout à équilibrer les budgets dans ses suggestions. Ces projets sont incroyables dans le domaine de la réduction des impôts, de dépenser plus. Véritablement, c'est loin de toute discipline budgétaire. Joseph Stiglitz, on parle beaucoup depuis quelques jours des vertiges d'Hillary Clinton, un peu moins des vertiges de l'économie américaine. Est-ce qu'on devrait s'en inquiéter? No, I don't think so. Non, je ne pense pas. Il faut. C'est les vertiges de l'économie américaine qui devraient vous inquiéter, mais heureusement, on peut faire revenir l'économie américaine vers la croissance. Mais en fait, il a fait extrêmement chaud. Elle est atteinte d'une pneumonie. Et dans ces conditions, bon, elle a... La question portait sur l'économie, plutôt. Oui. La question portait sur l'économie. Okay. Yes, on the economy, I think sur le plan économique, une des raisons pour lesquelles je suis inquiet pour l'euro, c'est-à-dire qu'avec le ralentissement de l'économie chinoise, et s'il y a une autre crise en Europe, ça va être très très dur pour les États-Unis de bien se porter. Donc, à l'heure actuelle, vous êtes plus inquiet, en tout cas sur l'euro, que sur l'état de l'économie américaine, qui a des bons indicateurs, mais pas que des bons signaux. Et pourquoi y aurait-il un lien entre l'euro et la situation américaine? We have a very globally integrated economy. Mais notre économie est mondialement intégrée. Et une des véritables faiblesses de l'économie américaine récemment, ce sont nos exportations. Si nous n'exportons pas, c'est une grande partie de la demande qui sera réduite. L'économie américaine n'est pas dans un vertige, mais elle n'est pas, disons, elle n'est pas solide, elle n'est pas vraiment forte. Et toute faiblesse pourrait affaiblir l'économie américaine, y compris dans ses exportations vers l'Europe. Une dernière question sur les États-Unis, Joseph Stiglitz, et on en vient à l'euro, mais vous allez voir que c'est pas sans lien. Il y a un débat très intéressant qui se passe en ce moment aux États-Unis, à une semaine de la réunion de la Fed. C'est faut-il aller vers une hausse des taux directeurs? En effet, les membres du comité de politique monétaire de la Banque centrale sont là encore très divisés sur cette question. Donald Trump, le candidat républicain, a accusé la Fed et sa présidente Janet Yellen de vouloir avantager les démocrates en gardant des taux artificiellement bas à dessein et en remettant en cause, en gros, l'indépendance de la Réserve fédérale. On voit à travers ce débat que quand même l'arme monétaire est politique, hein. Oui, je crois que la politique monétaire est quelque chose de très important dans la politique. C'est politique. En termes de la bonne gouvernance, de la bonne politique, je crois que l'économie américaine reste faible, mais il y a une limite à la politique monétaire pour la stimuler. Il n'y a aucun risque d'inflation, donc aucune justification pour augmenter les taux directeurs. Et même si le taux officiel de chômage est bas, le marché du travail reste faible et les salaires sont juste un petit peu au-dessus de l'inflation. Donc je crois que la politique de garder les taux bas, c'est la bonne politique. L'euro, Joseph Stiglitz, mal aimé avant sa création, pendant et après, une monnaie qui a toujours fait débat et qu'aujourd'hui vous voulez enterrer, mais en douceur. C'est une journée historique. Historique parce qu'en 2002, vous pourrez chiffonner et jeter ce billet. Il aura été remplacé par l'euro. C'est le facteur de stabilité dont nous avons besoin pour que l'Europe, marché unique, cesse de redouter le désordre monétaire en son sein. On essaie de faire croire aux Français
que l'Europe les menace. La réalité est que l'Europe les protège. C'est leur seule arme. C'est parce qu'il y a le projet d'une monnaie européenne qu'aujourd'hui le rapport de force est en train de changer entre les États-Unis et nous. Vous me permettez de vous interrompre? Je vous en prie, bien sûr. Aujourd'hui, le franc est accroché aux marques, la monnaie la plus surévaluée du monde, de 30% par rapport au dollar. Cela pénalise nos exportations, favorise les délocalisations. L'euro sera l'absorption du franc par le marque. Et la même politique sera continuée sans que nous y puissions rien. Quand minuit sonnera le 31 décembre, ce sera le moment de payer avec les pièces d'euros obtenues dans les kits. Les commerçants vous rendront la monnaie en euros dans la mesure du possible. L'euro d'abord n'est pas menacé quant à son existence. Je dirais que ce serait pour les Français, et surtout pour les plus modestes entre les Français, un scénario de catastrophe. Sortir la France de la zone euro et dotant la France d'une nouvelle devise est un programme strictement asocial. Est-ce que l'année 2012 sera l'année de l'explosion de l'euro? Je ne le crois pas. Non seulement je ne l'espère pas, mais je pense qu'il y a quand même des ressources suffisantes. Et ces ressources sont celles du sentiment d'interdépendance, de ce qui est porteur de l'idéal européen qui demeure, des intérêts bien compris de certains pays. Donc ce ne sera pas, à mon avis, l'année de l'explosion de l'euro. L'euro n'est pas l'Europe. Est-ce que vous êtes capable de me donner un exemple, je ne dis pas deux, un exemple d'une réussite collective de l'Union européenne de l'euro? Dites-moi une belle chose que nous ayons fait pour faire avancer le progrès, l'humanité, la culture, que sais-je, l'éducation. Un seul exemple. Non, vous avez tout démoli, tout transformé en marchandises. Et le peu qui reste, vous voulez encore le transformer en marchandises. Nous sommes dans la même zone monétaire. Nous avons donc les mêmes intérêts, les mêmes objectifs et les mêmes obligations. Nous sommes responsables d'une monnaie. Cette monnaie n'appartient pas à un pays, elle appartient à l'ensemble de la zone euro. Et donc, des efforts doivent être faits par les uns et par les autres pour que cette monnaie ait la stabilité nécessaire pour être respectée. C'est le cas aujourd'hui. Jacques Delors en 2012, François Bayrou et Jean-Pierre Chevènement en 97, Jean-Luc Mélenchon très récemment cette année même, François Hollande ou encore Jean-Claude Juncker en 2011. Quelques voix françaises et européennes glanées par-ci par-là parce qu'il y en a beaucoup pour vous rappeler que l'euro, la monnaie, cette monnaie, notre monnaie commune a depuis toujours et depuis longtemps fait débat. Joseph Stiglitz, en cette rentrée, vos radars zooment sur l'Europe. On ne sait pas encore s'il faut vous remercier de vous intéresser à nous de si près ou plutôt à notre monnaie unique qui semble parfois être l'un des derniers liens qui unissent quand même la majorité des Européens, même si ce lien est ténu, précaire. Après Frédéric Lordon, économiste français, et sa malfaçon en 2014, qui dénonçait, lui, le déficit démocratique de la monnaie européenne. Après un autre Nobel, l'Indien Amartya Sen, qui, dès 2011, estimait que l'euro fait tomber l'Europe. Vous vous intéressez à l'euro et à ses promesses mal tenues, apporter la prospérité et rapprocher les peuples, dans un essai qui paraîtra demain aux éditions Les Liens qui libèrent, intitulé « L'euro, comment la monnaie unique menace l'avenir de l'Europe ». Joseph Stiglitz, pourquoi maintenant ce livre? Autrement dit, pourquoi ce livre tout court? L'Europe se trouve dans une situation de stagnation depuis 2008-2010. Les problèmes ne font que s'accroître. Et tout comme l'échec de l'économie a donné des avantages aux États-Unis, aux populations des États-Unis, ça a donné lieu à l'émergence de Trump et donc une menace pour la démocratie. Je crains que l'échec de l'économie européenne, où l'euro joue un rôle central, va menacer la démocratie en Europe et va donner naissance à des soutiens pour les partis d'extrême droite qui vont torpiller tout le projet européen. Le point
important dont il faut se rendre compte, c'est que l'euro était tout simplement un moyen pour arriver à une fin. L'euro a été créé pour promouvoir la prospérité et promouvoir la solidarité. On pensait que plus de prospérité, ça amènerait une prospérité encore plus importante et que ça permettrait une intégration économique des pays européens. Mais la réalité, c'est que ça fait exactement l'inverse. Et je voulais comprendre ce qui s'est passé avec cette expérience, avec cette idée. Ça a commencé avec des buts et des ambitions extrêmement nobles, extrêmement élevées. Mais ça a eu un effet exactement opposé que ceux qui ont créé l'euro espéraient. Vous y avez jamais vraiment cru à l'euro, Joseph Stiglitz? J'étais très sceptique. Est-ce qu'une monnaie unique fonctionnerait sur un tel nombre de pays? Mais c'est pire encore que ce que j'avais craint. Les conditions économiques qui étaient nécessaires pour qu'un groupe de pays aussi divers partage une monnaie unique n'étaient pas satisfaits. Mais ce que je n'avais pas vraiment réalisé à l'époque, c'était à quel point les structures institutionnelles de l'Europe mèneraient à la divergence plutôt qu'à la convergence. Les conditions n'étaient pas suffisamment similaires. On espérait qu'elles deviendraient plus semblables et il y aurait à ce moment-là, il y aurait les conditions nécessaires pour que l'euro fonctionne. Mais ces institutions ont créé une dynamique économique qui ont fait que les riches sont devenus plus riches, les pauvres encore plus pauvres, et le résultat, c'est que ces institutions sont devenues totalement incapables de faire progresser l'objectif de la prospérité et de la solidarité en Europe. Tout ça, ce serait vraiment la faute à l'euro. Et alors, vous êtes un peu, et vous vous présentez comme tel dans votre essai, notre Tocqueville, en 2016, lui qui avait étudié la démocratie américaine au 19e. Vous venez en observateur extérieur analyser et sous-peser la menace de l'euro. En quoi cette monnaie unique menacerait-elle l'avenir de l'Europe? Question d'Antoine Mercier. Oui, je crois qu'il est important de bien comprendre, parce que c'est le centre de votre livre, ce que vous appelez les malfaçons. La manière dont il y a eu un problème au départ dans la fabrication de cette monnaie unique qui génère l'ensemble des problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez repréciser quelle est précisément la malfaçon, où se situe l'erreur au départ? C'était une malfaçon dès le départ. Ça a éliminé deux principes pour l'ajustement. Normalement, lorsqu'il y a des problèmes, vous baissez les taux d'intérêt et ça a été annulé. Ça a été pris par l'Europe, les institutions européennes. Vous ne pouvez plus ajuster vos taux de change, vous ne pouvez plus ajuster vos taux d'intérêt, et à ce moment-là, plutôt que de mettre quelque chose à la place, on a lié les mains des pays. Par exemple, les pays riches ont dit « Ah non, vous ne pouvez pas utiliser le montant de déficit. Le montant de déficit, c'est 3%. » D'où vient ce chiffre 3%? C'est tombé du ciel, comme ça. Et puis ils ont dit à la Banque centrale européenne, vous devez vous occuper de l'inflation, pas du chômage, pas des facilités financières, pas de la croissance. Donc, toute la structure n'a pas été conçue pour promouvoir la croissance et la stabilité. Et puis, ils ont échoué à mettre en place d'autres institutions qui, tout ensemble, auraient pu concevoir ce marché unique. Et ce marché unique est devenu de plus en plus divergent. Donc, avec ce marché unique, l'argent s'échappe des pays faibles et se précipite vers les pays forts. Eh bien, qui est derrière les systèmes bancaires? C'est le gouvernement. Et si le gouvernement semble faible, eh bien, les gens sortent l'argent de leur système bancaire et vont ailleurs. Et quand l'argent sort du système bancaire espagnol et qu'ils le placent en Allemagne, les banques espagnoles peuvent prêter moins d'argent, et quand elles prêtent moins d'argent, l'économie s'affaiblit. Le gouvernement a moins de revenus des impôts, et c'est un cercle vicieux. C'est juste un exemple, et j'essaye de l'expliquer dans ce livre. Il y a beaucoup d'autres façons de laquelle on a créé ce système de divergence
divergence, alors même que l'intention était de faire un système de convergence. Pourquoi donc maintenant, des années après le début de l'euro, les pays sont beaucoup plus séparés, éloignés qu'ils ne l'étaient au départ. Pourquoi ce constat que vous faites aujourd'hui n'est pas plus généralement accepté? C'est ça aussi qui est curieux, parce qu'on est prêt à vous suivre, évidemment, sur ce que vous dites, on le voit. Et cependant, on a le sentiment que la plupart des responsables ne veulent pas le voir ou considèrent que c'est pas exact. Ce diagnostic est faux. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le système? C'est une excellente question. Je crois que les gens qui étaient responsables pour la création de l'euro ne veulent pas admettre qu'ils ont fait une grossière erreur. Il y a des grands débats. Est-ce que c'est la structure de l'euro ou est-ce que c'est les politiques ou les politiciens qui ont mené à cet échec? Et à l'évidence, les hommes politiques et femmes politiques ne veulent pas admettre qu'ils ont fait une erreur. Ma façon de voir, c'est que c'est la structure fondamentale de l'euro. Même avec les meilleurs hommes politiques et femmes politiques, ça aurait été très difficile de faire en sorte que l'euro fonctionne. Mais les politiques n'auraient pas pu faire pire. Ils n'ont pas fait très bien, mais à nouveau, ils ont un intérêt à dire « Ah mais non, vous savez, la reprise est au coin de la rue. » Regardez la Grèce, en 2015, il y a eu une crise. Les gens ont voté à 62% contre l'austérité. Et quelle était la réaction? Quelle était la réponse? Plus d'austérité. Que s'est-il passé en Europe depuis? La Grèce s'est affaiblie, la dépression s'est approfondie et ça n'a pas fonctionné. Donc maintenant, des observateurs extérieurs, des gens qui font des prévisions dans le marché financier américain, comme les unités de recherche d'intelligence, mettent une probabilité de 62% que la Grèce va quitter l'euro avant 2020. Donc il est très clair, du point de vue de gens qui ne veulent pas admettre qu'ils ont fait une erreur, et des gens qui font une analyse, que ça ne fonctionne pas de la façon dont c'était censé fonctionner. Mais est-ce qu'ils ne veulent simplement pas admettre leur erreur, ou est-ce que ce n'était peut-être pas complètement une erreur, ou en tout cas ils l'évaluent pas forcément comme ça? Il faut dire que l'euro, qui est sûrement une monnaie, un système perfectible, a eu quelques vertus que vous ne pouvez pas nier, Joseph Stiglitz, et notamment de nous permettre d'accorder nos politiques monétaires, de commencer à créer un début d'union bancaire, de mettre fin à une certaine forme de dumping monétaire qui existait auparavant. Yeah, they have made some progress. I mean, ils ont fait quelques progrès. Vous avez raison. Et bon, que je leur donne des bonnes notes pour ça. Mais dans le livre, je le dis, tout ça va trop lentement. Et c'est pas synchrone avec l'économie, avec les réalités économiques. Un des politiciens en France m'a dit « Cette élection sera la dernière avant quelqu'un qui, comme Le Pen, risque de gagner les élections, à moins que l'Europe se réforme. » J'aimerais bien, et le but de mon livre, c'est d'encourager l'Europe à aller plus vite dans le sens des réformes. Et en même temps, vous donnez des pistes de sortie aussi, parce que vous dites aussi, il y a la solution de dissoudre tout cela et de sortir de l'euro. Alors c'est intéressant, en complément de ce que dit Antoine, quels sont du coup vos 3 scénarios pour nous sortir de la crise? Mais je voudrais mettre l'accent tout d'abord que la chose la plus importante, la meilleure des choses, serait que les réformes fassent en sorte que l'euro fonctionne, d'aller plus avant. Dans l'union bancaire, la partie la plus importante, c'est une garantie sur les dépôts. L'Allemagne dit « Ah non, il faut attendre ». Pendant que vous attendez, l'argent va quitter les pays les plus faibles et l'argent ne reviendra pas. Et les dommages seront sur le long terme pour la croissance potentielle de l'avenir. La meilleure solution, ce sont des réformes rapides de la zone euro. Mais s'ils ne le font pas, il y aura un besoin de plus de souplesse d'une manière ou d'une autre. Une des choses que j'explique dans mon livre, c'est que la façon la plus simple pour atteindre une croissance plus forte en Europe, ce serait que
l'Allemagne quitte l'euro. Parce que si l'Allemagne quitte l'euro, les taux de change du reste de la zone euro vont descendre, diminuer. Et il y aura donc à ce moment-là une croissance. Un des problèmes principaux dans le monde, pas simplement de l'Europe, c'est du monde, c'est les surplus allemands. Les surplus. Souvenez-vous, il y a 2 ans, on s'occupait des surplus de la Chine, on était inquiets et du déséquilibre, de ce qu'on appelait le désordre de ces surplus. Eh bien, les désordres et les surplus allemands sont beaucoup plus importants que ceux de la Chine, en termes absolus et en pourcentage du PIB. Si l'Allemagne quitte l'euro, eh bien, ces taux de change à elle seraient remonter et les surplus diminueraient rapidement. Ça serait la solution la plus facile. Est-ce que c'est politiquement faisable? C'est une autre question. Mais moi, je parle d'un point de vue économique. Ce que j'essaie de décrire, c'est une façon de faire un divorce à l'amiable. Oui, justement, ce divorce à l'amiable, docteur Stiglitz, ça fait partie de vos remèdes avant d'achever cet euro malade. Vous proposez effectivement, vous préférez imaginer cette série de divorces à l'amiable. Vous l'évoquez avec l'Allemagne, mais c'est quand même risqué, et vous le soulignez, pour un pays comme la Grèce, on l'a vu, sa devise s'effondrerait, d'où un gain de compétitivité, mais sa dette, elle, s'envolerait, au point de devenir peut-être un fardeau insoutenable. Ce qu'on a surtout vu au moment d'un possible Grexit, au moment des discussions sur la restructuration de la dette grecque ces dernières années, c'est que personne ne semble prêt à Bruxelles à lui faire le cadeau d'une restructuration. Et on le voit aujourd'hui encore avec le Royaume-Uni, qui n'est pas dans la zone euro, mais on l'entend avec le Brexit, qu'aucun pays ni l'Europe s'est préparé à une sortie de l'Union européenne et serait prête à accepter les conséquences d'une telle sortie. Est-ce que là-dessus, vous pêchez pas un peu par angélisme à croire qu'aujourd'hui, dans cet ensemble, des divorces à l'amiable sont possibles et qu'on ferait ce cadeau-là à des pays qui choisiraient de sortir de la zone euro? Je dis pas que ça serait facile, mais ce que je veux souligner, c'est que tout d'abord, le système actuel est très, très, très coûteux. Les dépressions dans les pays en crise, en Espagne, en Grèce, sont plus importantes que celles qui se sont produites pendant la Grande Dépression, pendant la Grande Crise des années 30. Mais vous savez, la dépression est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était alors. Eh bien, pour l'avenir de l'Europe, dans ces pays, eh bien, l'avenir est très sombre. Lorsqu'on a un taux de chômage de plus de 60% chez les jeunes, vous détruisez l'avenir d'un pays. Donc, le chemin actuel est très, très coûteux pour ces pays-là. Mais la notion d'un divorce à l'amiable, eh bien, il faut reconnaître que quand quelqu'un ne peut pas payer sa dette, eh bien, il doit y avoir une restructuration de la dette. Le FMI a souligné qu'il doit y avoir une restructuration de la dette grecque. Ça va se produire que la Grèce quitte ou ne quitte pas l'euro. Donc, on n'est pas au 19e siècle où il y avait des prisons pour dette. On n'est pas au 19e siècle lorsqu'un pays qui ne pouvait pas rembourser sa dette, on envoie l'armée. Et on se paye sur les dépouilles. Mais nous, la France, on devrait divorcer. Il y a des principes aux Nations Unies. Nous, la France, est-ce qu'on devrait divorcer, Joseph Stiglitz? Je crois que la meilleure solution, comme je l'ai dit précédemment, c'est pour que la zone euro se réforme, qui rendrait l'euro opérationnel. Mais si ça ne se produit pas, je pense que la division de l'Europe en 2 ou 3 groupes monétaires, peut-être une Europe du Sud, un euro du Sud, un euro du Nord, serait nettement mieux. Ça ne signifie pas de revenir aux 19 devises différentes qu'on avait avant l'euro, mais il faut reconnaître que pour qu'une devise fonctionne, il doit y avoir suffisamment de congruence économique et suffisamment de congruence politique. Et aujourd'hui, en Europe, il n'y en a pas. Donc, dans un groupe restreint de pays comme les pays du Sud, il y a suffisamment de congruence politique et économique. Je pense que ça pourrait fonctionner. Et justement, parce qu'il n'y en a pas politiquement, Antoine Mercier, est-ce que vous ne pensez pas que si on tuait l'euro, qu'on revenait à l'avant 99, vous pensez que ça pourrait se faire sans casse, Joseph Stiglitz? Ça ne produirait pas une déflagration politique et ça ne signerait pas la fin de l'Union européenne pour vous? Mais je pense exactement l'inverse.
Je tente d'expliquer dans mon livre que l'euro était un moyen pour arriver à une fin et que ce moyen a échoué. Malheureusement, pour beaucoup de personnes, c'est devenu une fin en soi. Mais c'est juste un morceau de papier, l'euro. C'est juste une devise. Et si vous n'avez pas un système monétaire qui ne fonctionne pas, ça peut tuer les économies. Donc ce que je pense, c'est que il peut y avoir, ou vous pourriez devoir changer l'euro, le diviser en 2 ou 3 groupes, divorce à l'amiable, un euro flexible, un arrangement de cette sorte-là, pour sauver l'Union européenne. Il faudra peut-être abandonner la version actuelle de l'euro pour sauver le projet européen en tant que tel. Alors tout ce que vous dites, effectivement, on le comprend. Maintenant, on n'en prend pas du tout le chemin, puisque sur le constat lui-même, les principaux dirigeants ne semblent pas être d'accord. Si ça continue, vous dites, ça ne pourra pas durer comme cela. Comment est-ce qu'il y a un scénario d'éclatement dans de mauvaises conditions qui est aussi à redouter en Europe, selon vous ? Absolument, oui. Il y a un risque sur le plan économique et sur le plan politique. Le côté politique, on peut déjà le voir. La croissance et la montée des partis d'extrême droite. Les gens en Europe disent que les promesses qui ont été faites, que l'euro allait apporter la prospérité et tout cela, ces promesses n'ont pas été tenues. Et s'ils n'ont pas tenu leurs promesses, eh bien cela torpille la confiance dans les gouvernements, ça torpille la confiance dans l'Union européenne. Et cela a mené à la croissance des partis de droite et d'extrême droite. Les dirigeants européens disent « Ah, mais non, voilà, la croissance est vraiment au coin de la rue. » Ils le disent tous les 3 mois, tous les 6 mois, depuis 2008. Et donc, la confiance dans ces dirigeants, eh bien, diminue. Mais c'est aussi un risque économique. Le risque économique, on l'a vu dans plusieurs de ces pays, lorsque les marchés paniquent, eh bien, les gens prennent leur argent, soit qu'ils prennent hors de la dette souveraine ou du système bancaire, et ça crée une crise encore additionnelle. Donc l'Europe passe de crise en crise. Et vraiment, on est vraiment au bord de la falaise, au bord du précipice. Et quand on est toujours au bord du précipice, on risque d'y tomber. Une dernière question rapidement, Joseph Stiglitz. On est en train de connaître une polémique étonnante en France, lancée par 2 économistes qui signent un livre intitulé « Le négationnisme économique » et pour qui des économistes dits hétérodoxes feraient de l'idéologie au lieu de s'appuyer sur des données scientifiques. Alors je ne sais pas si c'est une polémique très franco-française, mais en tout cas elle soulève une question intéressante. Juste votre point de vue là-dessus. Elle interroge l'économie. Est-ce que pour vous, l'économie est une science expérimentale comme la biologie ou la physique? Est-ce que c'est une science exacte dont certains résultats ne seraient pas discutables? Il y a une méthode scientifique en économie, mais malheureusement, très souvent, nous ne sommes pas très bons sur les hypothèses que nous mettons dans nos domaines. Et donc, les hypothèses qui semblent être scientifiques ne tiennent pas très bien la route. Vous savez, qu'est-ce qu'une science? C'est quelque chose qui peut prédire les choses. Les économistes n'ont pas prédit l'événement le plus important, c'est-à-dire la crise de 2008. Certains économistes l'ont fait, mais les économistes du mainstream ne l'ont pas fait, du courant général l'ont pas fait. Et on n'a pas pris suffisamment en compte l'économie comportementale. L'information, il y a des avancées, mais très souvent, on dit que nos modèles sont pas scientifiques. Et donc, il faut inclure d'autres données, comme justement cette économie comportementale, dans nos modèles à nous. Un grand merci, Joseph Stiglitz, d'être passé par les studios de France Culture. L'euro, comment la monnaie unique menace l'avenir de l'Europe. Votre ouvrage paraîtra demain aux éditions Les Liens qui libèrent. Un grand merci à vous, Michel Slotowski, d'avoir assuré la traduction.